Je suis plutôt timide mais à l'écoute de mes amis. Il y a un couloir un peu particulier dans mon lycée. C'est le seul à être peint de belles scènes colorées du sol au plafond. Les jeunes y gravent un peu partout leurs promesses et leurs prénoms, au crayon et au feutre. Comme tout le monde, je l'ai fait aussi avec mes amis, lors de ma première année. Aujourd'hui, j'ai 17 ans, et je suis en terminale à Creil, et j'habite à Nogent. Mes parents se sont installés en France 1 an avant que je naisse. Ils ont tout donné pour mon petit frère et moi. Ils partaient tôt et rentraient tard. On a très vite été indépendants. Aujourd'hui, je sais me débrouiller seule et m'occuper de moi aussi bien que des autres. Les autres, c'est ma famille, par exemple. Elle est originaire de Maurice. Je suis allée plusieurs fois là-bas, une fois tous les 4-5 ans, toujours un mois durant. Mes grands-parents y vivent toujours, quelques oncles et quelques tantes aussi. Je me sens bien sur cette île, comme à Nogent d'ailleurs. J'ai 2 cultures et j'en suis très fière. Quand je rentre à la maison, après le lycée, je retrouve un autre monde. Celui des prières à Ganesh ou à Shiva, en fin de journée. Celui des lehengas et des saris multicolores. Celui des langues qui virent au créole et du sega que mon père adore. Je ne le danse pas. Du moins, pas encore. J'apprendrai peut-être un jour avec lui à l'île Maurice. Mais pour l'instant, j'aimerais devenir architecte. J'y pense depuis très longtemps. J'adorerais imaginer, dessiner et concevoir des lieux de vie, des monuments, un beau et grand musée des arts et des cultures. Je suis né à Amiens, mais j'ai le sentiment d'être né en montagne. La première fois que j'ai vu la neige, ça m'a bouleversé. Ça m'émerveille encore à chaque fois. J'ai été moniteur de ski dans des colonies de vacances avec Isabelle qui deviendrait ma femme quelques années plus tard. J'ai beaucoup skié et je suis même devenu chasseur alpin pendant 1 an. Notre montagne, c'est Chamonix-Mont-Blanc. C'est beau l'hiver, l'été, au printemps et à l'automne. C'est beau tout le temps. Il y a le TMB, les téléphériques rouges, les aiguilles blanches, le granit très gris, les randonnées vertes, la fondue jaune, les livres guérins à la couverture rouge, la gentiane violette et l'opinel orangé. La tome grisâtre et crémeuse, les chalets d'alpage, bruns et foncés par le soleil, avec leurs belles tuiles d'Availlon. Et puis le vert, partout, beaucoup de vert, différents, celui des fougères, des myrtillers, des herbes grasses et des infinies nuances des hauts sapins. J'adore les couleurs, c'est un des fils conducteurs de mon travail. À la montagne, pourtant, j'essaye de me fondre dans le décor. Je me couvre des mêmes couleurs que celles qui m'entourent, des verts et des marrons, des kakis et des gris, quelques touches de rouge. Cela fait 25 ans que ça dure dans notre chalet. C'est un refuge, une cabane dans les bois. Il nous offre une double vue sur la montagne. Là perché, je contemple le Mont Blanc d'un côté et le massif des Fils de l'autre. Les vues de nos montagnes ne me quittent jamais. Et c'est à Paris, lorsque je ne trouve pas le sommeil, que je les fais doucement défiler. Mon prénom signifie joie en arabe. Mes parents sont tous les deux d'origine algérienne. Nous vivons à Creil. Plus tard, je me vois bien voyager un peu partout et même faire le tour du monde. Mais d'abord, j'aimerais partir en Angleterre pour finir mes études, de quoi parfaire mon anglais et me permettre de m'ouvrir un peu plus aux autres. Je suis plutôt discrète, timide même. C'est simplement que j'ai du mal à partager mes émotions. Avec mes amis, c'est pourtant tout le contraire. Ils me font rire et me donnent confiance en moi. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est aller au cinéma avec eux et boire des bubble tea, frissonner devant des films d'horreur, rêver devant des Disney, être transporté, pleurer, frémir. Tous ces films que j'ai vus font partie de moi, de mon quotidien et de mon imaginaire. Et puis j'aime la mode. Je trouve que c'est une belle façon de se démarquer et de montrer qui l'on est réellement. J'ai d'ailleurs le sentiment aujourd'hui que les vêtements que je porte me définissent bien. Récemment, je me suis mise à la boxe. C'est très vite devenu une passion et un besoin. J'ai même remporté un premier combat. C'était un test pour savoir si je pouvais combattre au niveau amateur. On m'a désigné une adversaire. Ça a duré 3 minutes. J'ai reçu pas mal de coups, mais j'en ai donné bien plus encore. J'avais 16 ans lorsque ma grand-mère m'a offert cette veste bleu marine d'Ipsa à l'occasion de mon baptême de l'air. C'est au même âge que pendant la Seconde Guerre mondiale, elle s'est engagée comme interprète, pilote, secouriste de l'air. Elle m'a bercé toute mon enfance avec ses histoires d'aviatrice volontaire. C'est sûrement pour cela que j'aime tant l'air et la hauteur. De tous les avions, c'est le plein air que je préfère, avec l'idée de voguer à voile en surfant l'air, avec les oiseaux en voisin d'ailes. Ma grand-mère paternelle est la petite-fille du maître des forges Chappé qui ont délivré les plaques d'égout parisiennes toujours présentes sur notre trottoir. Et il paraîtrait que c'est le nom le plus marqué sur des plaques à Paris.
Elle s'est mariée au petit-fils du successeur de Boucicaut, le fondateur du Bon Marché qui a grandi cette maison familiale en Mayenne. Enfant, avec mon frère et mes sœurs, j'ai connu le lait de vache déposé chaque matin dans des bouteilles en verre sur le perron. C'est aussi l'endroit où j'ai commencé à dénicher du fond des malles et des armoires des trésors textiles. J'étais un peu en décalage avec les enfants de mon âge, mais cela m'a permis de forger ma créativité et cet attrait pour des vêtements chargés d'histoire. Je suis très attachée à cet héritage familial et ces racines mayennaises transmises par cette maison. En hiver, on y transporte des couettes et des édredons de pièce en pièce et on se niche sous le poids d'épaisses couches de laine. Qu'est-ce qu'on y dort bien? De l'eau salée coule dans mes veines. Je suis casier breton. Pendant 40 ans, j'ai pêché le homard et la crevette au large de Trévignon, dans le Finistère Sud. On utilise des casiers reliés entre eux par une filière que l'on signale avec des bouées et des pavillons qui flottent à la surface. On ne surpêche pas, car on est limité par nos capacités et par le temps consacré à ce travail et à la mer. On n'abîme pas les fonds marins, nos casiers se déposent mais ne raclent pas le fond. J'ai toujours respecté ce milieu, cette ressource. Mes deux grands-pères et mon père étaient pêcheurs aussi. Le métier n'a pas beaucoup changé, il est toujours beau, difficile et dangereux. Je viens de vendre mon entreprise et mon bateau, le Polhomme, à mon fils aîné. C'est lui qui reprend la barre. Je me suis acheté un plus petit bateau avec lequel je pêche au filet ou à la ligne. C'est plus doux, moins fatigant pour le corps. Isabelle, ma femme, m'accompagne parfois. À la belle saison, la mer est calme. C'est aussi le moment de l'année où l'on pêche le plus. Le reste du temps, je suis hyper actif, à l'ancienne, toujours un truc à faire, sur l'eau comme à terre, sur mon bateau, dans mon atelier ou dans mon jardin. Je me lève tôt, très tôt, avant que le soleil n'émerge. Quand d'autres ont refait le monde la veille, moi je vois le monde qui se lève. Une fois rentré à la maison, la pêche du jour vendue à la criée, je fais la sieste après le déjeuner. C'est un rituel. Il est sacré, la sieste du pêcheur. Tout comme notre voyage annuel en Corse, chaque année depuis 20 ans, on y trimballe un pneumatique dans une remorque à l'arrière de la voiture. Une fois là-bas, on fait le tour de l'île, on vit et on dort sur l'eau. L'eau tout le temps, parfois plus chaude, mais toujours salée. J'ai 37 manteaux. Cela peut paraître excessif, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, mais pour moi, ce sont des pièces qui ont le pouvoir de nous différencier des autres. Qu'ils soient multicolores, en laine ou en coton, courts ou longs, ils affichent notre style et notre caractère. Je suis une personne introvertie, mais aussi créative. Mes manteaux, je les aime colorés et texturés. Ils me représentent bien. Quand je pense à demain, j'aimerais vaincre ma timidité pour parler à des gens que je ne connais pas et voyager au moins une fois sur chaque continent. Vivre à Paris, au Canada, et assister au Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Je suis encore lycéenne, mais j'adore tester de nouvelles choses comme la peinture, le montage vidéo ou encore plus récemment la danse. J'aime aussi simplement sortir avec mes copines, regarder des séries, lire des mangas ou faire les magasins. D'ailleurs, il y a peu, j'ai vécu une drôle d'expérience à propos de shopping. Je sortais d'une boutique, ma nouvelle acquisition dans le sac, j'étais au téléphone et il y avait beaucoup de bruit autour de moi. Je n'ai pas fait attention à la sonnerie des portiques de sécurité, ni aux vigiles qui m'appelaient sur le trottoir. Je me suis engouffrée dans la station de métro la plus proche, et là, sur le quai, des policiers m'ont interpellée m'accusant d'avoir volé le manteau. Retour au magasin, et un court interrogatoire plus tard, ils se sont aperçus que l'antivol n'avait tout simplement pas été retiré à la caisse. Je l'aime d'autant plus ce manteau. Je peins quotidiennement et dans toutes les positions. C'est une obsession. J'ai 2 brosses fétiches et certains de mes outils sont plus grands que moi. J'aime l'engagement physique qu'implique la peinture, l'engagement tout court qu'elle suppose, à vrai dire. Peut-être parce que ma vie a changé à 25 ans, lorsque pour la première fois, j'ai pu vivre de mon art. La première fois aussi que je me suis habillée autrement qu'en noir. Il y a beaucoup de premières parmi mes souvenirs.
Je pense que je suis en quête de première fois. J'en fais même des listes parfois. Mon premier voyage en Inde, ma première œuvre exposée, ma première foire d'art contemporain, ma première galerie. Ma première lettre envoyée à mon grand-père japonais. C'est lui qui m'a appris la calligraphie, omniprésent dans ma pratique à présent. Nous avons échangé toutes les semaines ces 3 dernières années jusqu'à sa mort. C'était notre seul moyen de communication. Ma famille vient de Kyushu, dans le sud du Japon, où les cigales chantent fort. Je suis d'origine japonaise par ma mère, français par mon père, imbibé jusqu'à l'os de 2 cultures qui s'adorent et s'opposent à la fois. J'ai des convictions très fortes, mais je change d'avis très vite. Je suis une vraie Parisienne, vivant à Paris, travaillant à Paris, née à Paris, élevée à Paris, en japonais et à la japonaise. J'ai aussi un fils, il est blond aux yeux bleus. Je l'élève en japonais et à la parisienne. Des colliers de coquillages, une bouteille de champagne de la baguette financière et un morceau de la cour d'appel de Paris. Une véritable baguette magique, des épis de blé fauchés dans le Gers, des photographies de ma mère, de ma femme et de mes fils adorés et de mon chien aussi. Une veste vénitienne et une paire de gants de boxe, un pavé parisien, 2 mai 68 m'a-t-on dit. Une horloge à mouvement perpétuel, un chapelet offert des mains du pape François, lui qui, quand il sourit, a le même regard que mon grand-père, Simon. Je ne suis pas croyant, je n'ai pas de foi, et je n'ai pas de religion. Et j'en aurais une si Dieu se mettait à exister, surtout s'il ne le pouvait. En attendant, j'admire les hommes bons, et j'essaye de prendre soin de ce que j'aime. Je fais aussi partie d'un clan, celui du cabinet d'avocats que j'ai cofondé il y a 20 ans. Aujourd'hui encore, je souris quand j'y arrive le matin, et je me surprends même à accélérer le pas, au croisement de la rue voisine, pressé de retrouver ceux de ma meute, de les embrasser, de boire des cafés, de fumer des clopes avec eux, de mener bataille victorieux ou défait, grippé ou cocu, vaillant et joyeux. Dernièrement, après 5 renvois et 9 années de procédure, nous avons remporté le procès en appel d'Oscar Temarou, dont j'ai assuré la défense, avec d'autres avocats incroyables. C'était une affaire montée de toutes pièces pour nuire au leader indépendantiste et ancien président de la Polynésie. Car c'est un territoire aux enjeux immenses, de l'exploitation des terres rares à la gestion lamentable des essais nucléaires que la France a menés là-bas. Or, il se trouve que je suis extrêmement patriote, je rêve en français, j'écris en français, j'aime en français, et surtout j'aime quand mon pays se conduit bien. Je suis une pure picarde, née à Amiens et arrivée dans la baie de Somme à 36 ans. C'est à ce moment-là que j'ai redécouvert la mer, ou plutôt la baie. À présent, mon bien-être dépend d'elle, de sa richesse et de sa beauté. Des tas d'ornes de belons et leur nurserie de 50 poussins. Du vol des huîtriers épis, dont les nuées ressemblent à des bancs de poissons dans le ciel. De ses lumières, de son ciel, de son calme apparent. Des phoques émergeant de l'eau, venant à vous, se demandant ce que vous êtes, ce que vous faites là. C'est aussi ici que j'ai découvert et que je pratique mon sport favori, la pirogue. Pas vraiment une embarcation du coin, mais elle se prête très bien à l'environnement de la baie. Comme tous les sports de pagaie, à force d'en faire, on développe une musculature importante. Et puis ce sont encore des sports de vrais mecs, avec tout ce que ça implique de remise en cause de leur virilité quand une fille l'emporte. Quand je suis pas sur l'eau, je suis professeur d'histoire géo dans un lycée professionnel du Vimeux. Un bassin industriel historiquement tourné vers la serrurerie et les métiers d'outilleurs. Une zone un peu naufragée, mais où il y a du boulot. Je suis très libre dans les choix des œuvres que je fais étudier à mes élèves, ce qui me permet d'aborder des problématiques qui les concernent ou qui les concerneront un jour. Certains me tiennent à cœur plus que d'autres,
comme le féminisme avec Mona Chollet et Virginie Despentes. En tant que prof, on plante des graines et parfois, heureusement, ça fonctionne. Apporter de la joie autour de moi, aider, écouter, comprendre, débattre aussi. Je suis une personne extravertie. Je me sens à l'aise en présence des autres, avec les autres, pour les autres. Je suis là pour eux quand ils vont mal, quand ils ont besoin de moi et quand ils vont bien aussi. Ça m'apporte beaucoup de bonheur de voir les autres heureux, à commencer par mes amis. Ils me rendent incroyablement vivante et me donnent l'impression de pouvoir accomplir de grandes choses. Indissociable de ma vie et de ce que je suis, il y a également ma religion. La pratiquer m'apaise et je la trouve magnifique. Comme mes amis et mes parents évidemment, elle est un pilier majeur pour moi qui me permet de comprendre mes aspirations et de trouver mon équilibre. Grâce à elle, grâce à eux et grâce à tout cela, je sais ce que je veux et quelle est ma vocation. Je veux aider les gens. Je veux devenir psychologue et m'engager dans des associations caritatives. Je veux venir en aide et faire le bien. Je veux que ma vie soit utile aux autres. Pour cela, je dois être libre. Dans tous les sens du terme. Libre de choisir, libre d'être moi-même, libre d'être heureuse. Cette liberté, j'ai l'impression d'être sur le point de l'atteindre. J'en ai des frissons. Je viens de Comble-la-Ville, en Seine-et-Marne. Rien de très exotique. J'en suis parti assez vite d'ailleurs, grâce au mannequinat. J'ai commencé à 15 ans, payé, nourri, logé. Avec mes parents, le contrat était simple. Tu fais ce que tu veux, mais tu passes ton bac. J'ai fait les deux. Je tournais plutôt bien à l'époque. Des Fashion Week à Milan, pour Alexander McQueen, ou à New York, puis le Brésil pendant 2 ans, où j'ai appris le portugais. J'ai arrêté à 21 ans. Entre les directeurs de casting vicieux et les photographes prétentieux, j'en ai eu ma claque. Je voulais une vie plus simple, être plus autonome. Alors je suis devenu serveur à Paris, puis chef de rang. Et finalement, ça ne me changeait pas beaucoup de ma vie d'avant. J'ai continué de vivre la nuit, de rencontrer plein de gens. De toutes ces années, j'ai pas gardé d'amis, mais plein de tatouages et autant de souvenirs. J'ai fait le premier à 18 ans, imitant les mecs autour de moi. Un tatouage par pays visité. Souvent sur le thème des oiseaux d'ailleurs. Il y a aussi des choses plus personnelles que j'ai faites moi-même, plus ou moins ratées. Le gros aigle solitaire sur mon ventre évoque mes origines polonaises. Il n'est pas terminé. Le tatoueur a disparu. Un type bizarre qui recevait chez lui entre ses chiens et des serpentins de papier tue-mouche. Et puis cette passion a fini par passer. Il faut dire que c'est plus douloureux à chaque fois. Aujourd'hui, je suis père au foyer et c'est ma femme qui bosse. Je m'occupe de ma fille à plein temps. C'est ma mission, j'adore ça. J'adore ma fille. Je lui fais découvrir Paris à pied. On mange des crêpes et on visite la ville. Je suis pas pressé du tout qu'elle rentre à l'école. « 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. C'est la formule classique du triathlon. Je me débrouille bien à la nage, en vélo aussi, mais je suis un peu lourde et donc lente en course à pied. C'est là que je perds toutes les places que j'ai gagnées plus tôt. Toute la difficulté de ce sport réside dans les changements de position du corps. Sa beauté, c'est qu'il se pratique en extérieur, qu'il vous en met plein la vue, vous fait voyager, rencontrer des gens de tous les milieux et de toutes les origines. Des gens bons et solidaires entre eux. C'est un sport d'endurance et d'amour. Je m'entraîne le matin et je travaille l'après-midi. C'est un sport chronophage qui demande une bonne hygiène de vie, de bien manger et de bien dormir. Pratiquement tous mes week-ends de printemps et d'été y sont dédiés. Mon mari râle un peu. Mais c'est comme ça. Ce qui ne l'empêche pas d'inviter les copains pour faire la fiesta de temps en temps. De toute manière, même si nos enfants sont partis maintenant, on n'est jamais seul à la maison. On a 6 chiens, des poules, 3 chats et 3 chevaux. On est heureux sur la côte picarde. Ici, et de manière générale, on me connaît surtout en tant que sportive, bien plus qu'en tant que chef d'entreprise. Je parle très peu de mon travail. Je ne peux pas dire que je sois discrète, ça non, mais disons que je choisis les sujets de ma discrétion. J'ai toujours un peu peur qu'on ne me côtoie pas pour les bonnes raisons. Ce dont je suis sûre, c'est que grâce au triathlon, j'ai découvert qui je suis, que j'aime les gens et que j'ai un mental de dingue.
J'ai fait une course à pied quand j'étais petite, d'abord toute seule. Mon père m'a rejoint à mi-parcours. Mon père est un expert de la tortilla de patata. C'était aussi un coureur professionnel, spécialisé de la course de fond. Moi, ce n'est pas mon truc. Je m'ennuie assez vite, mais j'ai tout essayé. Le basket, la gymnastique, le volley, le handball, la natation. Mon truc à moi, ce sont les sciences, les maths, la physique et la chimie. Je voudrais intégrer une grande école d'ingénieurs et me spécialiser en aéronautique. Je ne sais pas d'où ça me vient. Ce que je sais, c'est que j'aime le ciel et les étoiles. Le théâtre aussi. J'en fais depuis mon entrée au collège. J'ai commencé en Espagne, à Grenade, où je suis née et où j'ai grandi. Je n'ai jamais arrêté depuis, même quand je suis arrivée en France en 2019. Ma mère, mes sœurs et moi avons rejoint mon père qui avait ouvert une pizzeria à Paris quelques années plus tôt. J'arrive à garder contact avec quelques amis espagnols que je revois pendant les grandes vacances, avant de descendre ensuite au Maroc pour voir le reste de ma famille, à Agadir. Enfant, nous y passions tous nos étés, de la fin de l'école jusqu'à la rentrée. Je me souviens de la voiture pleine de valises et des cadeaux. Nous sommes des Schleurs, d'origine berbère, un peu comme les Kabyles en Algérie, avec qui nous partageons quelques traditions, motifs et tenues. Résultat, je parle 4 langues aujourd'hui, l'espagnol, le Shulh ou Tashlhit, l'arabe et le français, depuis peu. 4 langues, 4 cultures et la sensation étrange d'avoir autant de versions de moi. Lorsque j'en ai l'occasion, hors période scolaire, j'aime profiter de mes matinées, surtout quand il fait beau. Je me lève assez tôt, je me prépare un petit thé, des tartines, et je m'installe sur la terrasse. Je lis et j'écoute chanter les oiseaux. Le chat de la voisine passe souvent, il m'aime bien. Quand je ne suis pas en pyjama ou à l'école, j'aime bien m'habiller élégamment. Ça vient sûrement des films que j'ai regardés. Certes, ça n'a aucun sens que James Bond porte un costume en permanence. Mais j'ai toujours adoré ça. Déjà en primaire, j'avais demandé à mon père une chemise et une cravate pour la photo de classe. Mon père est un grand cinéphile. C'est lui qui m'a fait découvrir le cinéma dès mon enfance. Les 7 mercenaires, le pont de la rivière Kwai, Jason et les Argonautes, etc. J'ai d'abord voulu devenir acteur, avant de me passionner pour les effets spéciaux. Georges Méliès, Ray Harryhausen, Pixar. Je me suis intéressé à cela et à bien d'autres, à leur technique, au backstage et au making-of. J'ai commencé à écrire mes propres scénarios à l'âge de 10 ans. Des histoires courtes d'abord, que ma mère corrigeait. Des tournages en famille avaient lieu pendant les grandes vacances. On a réalisé plusieurs films au fil des années, dont un de 40 minutes, Carrie et Glotch, dans lequel j'incarne notamment le méchant. Je ne suis pas un excellent scénariste, mais j'essaye tout de même d'apporter de la nuance et de l'antagonisme dans le caractère de mes personnages, et dans leurs interactions. Pour cet été, le dernier avant que je n'intègre une école spécialisée en technique d'animation, on a vu les choses en grand. Un long métrage, avec un rôle pour tout le monde, parents, cousins, oncles et tantes, frères, sœurs et même les amis. On célébrera peut-être ça en dégustant l'une de mes spécialités, un ragoût de lapin accompagné de la bière et de petits légumes dans lesquels il a mariné, inspiré de celui que cuisine Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux. Longtemps, j'ai pensé que le vêtement était futile et sans intérêt, figé en quête d'une séduction frelatée, jusqu'à ce que mes yeux croisent un vêtement de Sonia Rykiel avec les coutures à l'envers. Oui, le vêtement pouvait être intéressant, voire intelligent. Habilleuse lors du premier défilé de Yohji Yamamoto à Paris. La concrétisation fut pour moi la découverte des créateurs japonais, dont Issey Miyake et Rei Kawakubo, la créatrice de Comme des garçons. Enfin une mode qui faisait appel à l'intellect et sortait du cliché. Du noir, de la déstructure, de la symétrie, des bords francs, du non fini, de l'effiloché, des protubérances. Le champ des possibles s'ouvrait sur un territoire jamais exploré. Les soldes de presse ont permis d'assouvir une passion joyeusement en roue libre pour Comme des garçons dont chaque défilé explorait de nouvelles pistes en quête sans fin de recherche pour débusquer une beauté inattendue. Empiler une série de modèles fut l'occasion de plonger dans une délicieuse mémoire. Celle du temps où 2 fois par an je repartais à Tokyo pour ajouter une nouvelle saison à une collection déjà bien établie.
Cette mode hors norme, dans tous les sens du terme, m'a valu un très beau souvenir où, avec une tenue à bosse, je figure dans le Vogue US de mars 1998 en compagnie de Björk, Sarah Tennant et Cindy Sherman, 4 fashion rebelles, Dixit Blumside. C'est dans cette maison perdue dans le sud-ouest que nous recevons nos amis. Une maison refuge et fraîche, où nous nous sommes confinés. Une maison de vie où j'ai connu l'arrêt d'une grossesse et le dénouement heureux d'une autre. J'aime cette maison quand elle est pleine de joie et de gens, et j'aime la retrouver quand elle nous a manqué. Une maison rustique et de vieilles pierres où flotte le sentiment de pouvoir sans cesse y débuter quelque chose de nouveau. À la fin de l'été, des figuiers remplis de fruits que l'on laisse aux oiseaux, toujours à regret. Un lieu si jeune et sans contrainte, que l'on rêve déjà de léguer à nos enfants, les premiers d'entre nous qui l'auront toujours connu. Les objets qui peuplent et emplissent cette maison racontent une partie de nos vies. De grands tissus pour draper les tables et les lits, souvent déployés dans l'herbe aussi. Le pyjama de grossesse qu'une mère a transmis à sa fille. Des chapeaux de paille et des chemises en lin que l'on s'échange. Une paire de bottes indispensable et increvable. Un parasol en majesté pour clôturer la scène. Il y a quelque chose, je le sais, de l'archétype du modèle bourgeois dans tout cela. C'est sans doute ce que nous sommes. Mais il y a aussi ce quelque chose d'un romantisme d'antan. J'ai grandi en province, en Bretagne, en rêvant de nuits illuminées et de Paris. Pourtant, ce que j'ai fui pendant si longtemps est devenu ce que j'ai de plus précieux aujourd'hui. Le vide, l'espace et le calme que je refusais m'ont finalement rappelé à eux, et c'est tant mieux. Je suis né à Toulon, où la flotte française a été sabordée en 1942. J'y étais, je m'en souviens. On a fui Marseille, puis à Cherbourg, où j'ai connu le débarquement, avant d'arriver à Dury, dans la Somme. Enfant, surtout dans les villes, j'ai connu la faim. C'est terrible d'avoir faim. Quand on l'a connue, la faim, on ne gâche plus rien. C'est sûrement pour ça que je suis devenu cuisinier, pour ne plus manquer si la guerre revenait. J'ai d'abord trouvé une place dans une pâtisserie avant de partir en Algérie pour mon service militaire. À mon retour, tout s'est enchaîné, comme le restaurant où j'ai travaillé. Du buffet de la gare d'Amiens, je suis parti à Vittel, puis à Paris, où j'ai intégré les cuisines comme contre-métier. J'ai commencé à la brasserie La Lorraine, place des Ternes. Tino Rossi venait souvent dîner, du jambon d'York et des pommes dans le coin de rue. J'y ai fait à manger pour Charlie Chaplin aussi, 3 fois. Côte d'agneau et haricots verts, c'était son plat. Je suis passé par la Couèche, rue des Capucines, où j'ai appris à préparer les sauces, chez Maxime, rue Royale, au terminus, rue Saint-Lazare, au pavillon Dauphine, puis au Grillon, à la coupole Montparnasse et au moulin d'Alsace sur les Champs-Élysées. J'ai rencontré ma Denise aussi, que j'avais ramenée de Normandie. Jeune marié, on a d'abord habité sous les toits rue Clichy, à côté du Casino de Paris. Un vrai four l'été, un frigo l'hiver. On ne se plaignait pas. Quelques années plus tard, on m'a parlé d'une affaire à Amiens, les cultivateurs. On y a passé 30 ans. Ma tête de veau était exceptionnelle. Une vraie tête de veau sauce gribiche comme on doit la manger. J'ai même inventé une recette, le pied de porc farci picard. C'était un bon restaurant.2018年の夏が来る前、私の住む町尾道で彼らに初めて会った。同じ年の秋に私がパリに行くきっかけがあって、パリで再会。この写真は翌年2019年、また彼らが尾道を訪れてくれた時の一枚。私はまだ美術学生で、ボロボロだけどとっても素敵な古いシェアハウスに住んでた。シェアハウスの中で彼らと写真を撮ろうとなり、私の部屋にある布団や布を持ってきては、まるで私に着せてるかのように積み重ねて写真を撮った。まだ自分が何者か分かっていない学生だった私を、大きなハグで温めて愛してくれる二人と過ごした時間がこの写真には詰まってる。ワクワクドキドキさせてくれて、地球の裏側に心底愛してる友達がいるってことは、とっても幸せなことだと実感させられる。
この時はとにかく部屋にある布団や布を持ってきただけだったけど、今こうしてよく見ると、お気に入りの洋服や母にもらった指輪をしているし、何より幼くてきょとんとした私がいて不思議。またパリで彼らと再会して展覧会にいるよって4年前の写真の中の幼い自分に声をかけたくなる。写真は大切な時間や思い出をぐるぐると漂わせて、そして今この瞬間の実感と存在に立ち返らせてくれる。そして語りかけてくれる。これはまさに私にとってそんな一枚。